Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs dont la mission est de promouvoir l'agriculture urbaine et le jardinage par l'action, la sensibilisation et l'offre de produits adaptés à la culture en ville. À travers les épisodes de Mâche Patate, nous souhaitons faire entendre les voix des acteurs et actrices de changement et explorer divers sujets liés à l'agriculture, à l'urbanisme, aux plantes, à l'alimentation ou à l'écologie. Je suis Marie-Hélène Dubé, votre co-animatrice en compagnie de ma collègue Marie-Andrée Asselin. Allô tout le monde! On est déjà au 4e épisode de Mâche Patate à Montréal. Yahoo! Si vous nous avez découvert récemment, on vous invite à vous abonner à notre podcast pour pas manquer les prochains épisodes, puis aussi à nous laisser des bonnes notes puis des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. On vous invite aussi à nous envoyer vos questions de jardinage à mâche-patate@urbainculteur avec un S toujours.org avec votre nom et la région ou la ville d'où vous venez. Comme ça, on va peut-être pouvoir répondre à votre question dans un futur épisode. Aujourd'hui, on avait comme envie de revenir aux bases, aux racines du jardinage, puis de parler du sol. Quand on jardine, on se concentre généralement sur la plante elle-même, parfois sur les insectes, la météo, l'engrais, l'arrosage, mais le sol, il passe toujours ou souvent en dernier. C'est souvent plus un support pour la plante qu'autre chose. Pourtant, le sol, il joue un rôle crucial en agriculture et en jardinage, et pas seulement justement parce qu'il permet aux plantes de tenir debout. C'est tout un milieu de vie qui est méconnu puis qui est sous-estimé, qui se trouve sous nos pieds. Donc, pour mieux nous expliquer le rôle des sols et l'importance de leur bonne santé, nous avons approché un organisme dont la mission est justement de promouvoir des pratiques régénératrices de la santé des sols, en faisant valoir les bénéfices d'un sol sain et en inspirant toute une communauté d'acteurs à jouer un rôle en ce sens. Et j'ai nommé Régénération Canada, dont nous accueillons aujourd'hui la fondatrice et directrice générale, Gabrielle Bastien. Allô? Bonjour. Salut, merci Gabrielle. de me recevoir. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux peut-être commencer juste par nous présenter en gros qu'est-ce que Régénération Canada, puis toi, quel est ton rôle là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené à fonder cet organisme? Donc oui, vous l'avez dit, Régénération Canada, on est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir la régénération de la santé des sols comme solution au changement climatique et pour promouvoir un système agroalimentaire sain. C'est une très longue phrase, j'espère que vous m'avez suivi. Oui. Donc nous, on constate, un peu comme vous le mentionniez tantôt, que justement, un sol en santé, c'est vraiment la base d'une société prospère et que jusqu'à maintenant, on a vraiment omis de reconnaître le rôle important qu'ont les sols dans notre société. Et justement, les sols à travers la planète sont grandement dégradés. On dit qu'il y a environ 1/3 des sols qui est sévèrement dégradé à ce jour, dû entre autres aux pratiques agricoles industrielles comme le labour, les intrants chimiques, etc., mais aussi à la déforestation, à l'étalement urbain et tout ça. Donc nous, notre mission, c'est vraiment de justement faciliter la régénération de la santé des sols en palliant aux chaînons manquants dans le système qui empêchent une adoption de pratiques régénératrices. Alors, on considère que l'étape numéro 1, c'est vraiment la sensibilisation et l'éducation, étant donné que la population en majorité n'a pas conscience justement là, du rôle des sols et des méthodes pour le régénérer. Donc, on considère que c'est l'étape numéro 1. Alors, on a beaucoup d'activités justement là, de sensibilisation, de communication, des ateliers éducatifs, etc. Et on a, depuis nos débuts, adopté une approche, très multidisciplinaire. Donc, on constate que la gestion des terres, c'est une problématique très complexe qui implique de multiples parties prenantes. Donc, évidemment, on pense aux agriculteurs ou aux gestionnaires fonciers quand on pense à la gestion des terres. Mais on constatait dès nos débuts que c'est pas en parlant juste aux agriculteurs qu'on va changer les choses parce qu'eux répondent à la demande des consommateurs, ils répondent aux politiques qui sont en place, également à la demande que créent les entreprises. Donc, on considère que c'est vraiment important de s'adresser à la diversité d'acteurs qui peuvent contribuer à la régénération des sols pour que tout le monde comprenne leur importance et qui prennent conscience de leur rôle dans ce système-là et et des façons dont ils peuvent contribuer.
Donc, c'est une longue façon de dire qu'on parle à tout le monde des sols, on veut que tout le monde, justement, prenne conscience de l'importance de tout ça. Donc, notre initiative, notre organisme est né de l'organisation d'un événement qui s'appelle le Symposium Sol Vivant. Donc, un événement qui a lieu à Montréal, dont on a eu la 2e édition récemment en mars 2019. Et qui a justement cette approche très multidisciplinaire qui regroupe là, des centaines de personnes sur quelques jours pour discuter de toutes les facettes de la régénération des sols. Donc c'est notre grande initiative, mais on s'affaire aussi à développer tout un réseau, à mettre tous les acteurs dont je parlais tout à l'heure en contact à travers une base de membership, entre autres, et une plateforme en ligne pour vraiment briser les silos et favoriser là, les collaborations intersectorielles dans tout ça. Wow, impressionnant. Puis si on se ramène tout ça, mais par exemple le sol, est-ce que tu pourrais nous dire un peu, nous montrer l'importance que ça a, puis peut-être faire un parallèle entre c'est quoi un sol en santé pour toi versus un sol dégradé, ça serait quoi la différence? Oui, absolument. Donc l'importance que ça a, c'est drôle, hein, parce que quand on commence à être conscient de ça, on regarde autour de nous, puis vraiment quasiment tout ce qu'on a autour de nous, ça vient des sols, tu sais, jusqu'à l'air qu'on respire. Je veux dire, les sols purifient l'air, éliminent certaines toxines qu'il y a dans l'air. L'eau qu'on boit, l'eau est filtrée par les sols. Et là, de façon plus évidente aussi, bon, évidemment, toute notre nourriture a soit été poussée dans les sols, élevée dans les sols, bon, sauf, disons, les poissons, mais qui répondent aussi là, à la qualité de l'eau. Et même, bon, nos vêtements, tu sais, que ça soit du coton, de la laine, c'est directement en lien avec la santé des sols. Bref, donc, leur importance dans notre société est quand même assez claire quand on commence à réaliser tout ça. Mais c'est ça, pour ce qui est de la différence entre un sol en santé et un sol dégradé. Donc, si on revient aux composantes du sol, par exemple, on pense souvent aux composantes du sol comme ces composantes minérales. Donc, ça, c'est peut-être la chose plus évidente. Le sable, le limon, l'argile, etc. Bon, le sol est aussi beaucoup composé d'air et d'eau. Donc, le sol a une structure, il y a des espaces là-dedans, donc il y a tout ça. Mais ce qui fait vraiment la différence entre un sol en santé et un sol dégradé, c'est l'aspect matière organique et biologie. Donc, la matière organique, c'est de la matière qui est issue d'êtres vivants, donc soit d'êtres vivants qui sont maintenant morts, qui sont en train de se dégrader, comme des résidus végétaux, etc. Mais ça peut être aussi carrément bon, des liquides ou de la matière qui a été produite par un être vivant, comme des composés organiques, des composés de carbone. Mais ça peut être aussi carrément des êtres vivants, donc des micro-organismes. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est quand on commence à constater que le sol, c'est pas un substrat, c'est pas justement juste des minéraux, c'est vraiment tout un écosystème. Parce qu'on dans une cuillerée de sol, en fait, ça, des milliards d'organismes, genre. Oui, ça, c'est fou. Il y a comme plus d'organismes dans une cuillerée de sol que d'humains sur la Terre, par exemple. Fait que c'est vraiment donc ça, c'est la grande différence entre un sol en santé puis un sol dégradé. C'est son contenu en matière organique et aussi en vraiment carrément en biologie, en être vivant. C'est loin d'être aussi inerte, tu sais, qu'on pense généralement, là, quand on pense au sol, à de la terre. Souvent, là, pour la plupart des gens, c'est juste comme, justement, des minéraux, là, quelque chose qui est mort puis qui est là, mais vraiment pas. Exactement. Fait que c'est ça, fait que le sol dégradé, dans le fond, c'est un sol qui a plus de vie puis qui perd sa structure, donc justement qui joue plus le rôle d'être bénéfique pour nous finalement. Oui, c'est ça. Donc un sol dégradé, bon, contrairement à un sol qui est riche en matière organique, donc un sol qui est riche en matière organique, qui est en santé, va avoir une différente texture, c'est plus de cohésion, plus de structure, donc il va être plus capable d'absorber l'eau. On peut le reconnaître, tu sais, généralement, il va peut-être avoir une couleur un peu plus foncée, il va peut-être être un peu plus humide versus un sol qui a l'air plus desséché. Donc ça, c'est ça, sa capacité d'absorption d'eau, c'est une des grandes différences qui fait en sorte que on est aussi plus résilient aux intempéries, par exemple, aux sécheresses, aux inondations. Oui. Tandis qu'un sol dégradé, s'il y a une sécheresse, ben il va peiner à faire pousser quelle culture que ce soit. Et même chose, en fait, s'il y a une inondation, s'il y a une grosse averse, il va pas être capable d'absorber toute cette eau-là, donc ça va juste couler sur le dessus, ça va causer plein d'érosion, contrairement à un sol en santé qui va être capable d'absorber tout ça.
Hey boy. Puis, ben, t'as mentionné un peu quelques enjeux auxquels font face la santé des sols et tout ça. Est-ce que tu peux expliciter davantage un petit peu comme c'est quoi les impacts justement que peut-être que les activités humaines ont? Est-ce qu'il y a d'autres activités, est-ce qu'il y a d'autres en fait risques que les activités humaines qui menacent les sols aussi ou pas? Ouais, ben en fait, c'est ça. En termes d'activité humaine, c'est certain que l'avènement de l'agriculture industrielle, ça fait en sorte que ça a mené en fait à une extrême spécialisation. Hein. On a voulu augmenter l'efficacité des systèmes, donc on a comme isolé des composantes du système agricole. On s'est dit ici on va faire pousser du maïs à la grandeur. On a tout tué autour, ce qui fait en sorte qu'on était beaucoup plus vulnérable aussi aux maladies, etc. Mais aussi, c'est que c'est ça, on a omis de reconnaître que nos systèmes agricoles sont aussi des écosystèmes et qui dépendent de l'écosystème dans les sols. Mais donc ça a mené à beaucoup de labour, entre autres. Et ça, c'est aussi dû au fait que on cultive beaucoup de cultures annuelles. Les cultures annuelles prospèrent quand il y a aucune compétition autour. Donc, en labourant, ça fait en sorte qu'on arrive sur un substrat où il y a rien d'autre qui pousse dans le moment. Il y avait aussi là, un besoin de décompaction dans tout ça. Mais ça fait en sorte qu'on expose le sol. Puis un sol exposé, justement, est plus vulnérable à l'érosion, au dessèchement, puis aux rayons du soleil. Et c'est ça. Et aussi en labourant, on brise tous les réseaux, par exemple les réseaux mycorhizaux, les réseaux de champignons qu'il y a dans les sols. On détruit un peu l'habitat des micro-organismes du sol. Donc ça, c'est quand même un gros enjeu. Et aussi le fait que toute cette spécialisation-là a mené à une grande dépendance aux intrants chimiques. C'est ça, étant donné qu'on fait pousser des monocultures et que c'est ça, c'est comme un paradis là pour les ravageurs ou pour n'importe quelle maladie. Ça fait en sorte qu'on dépend beaucoup de pesticides chimiques, également d'engrais chimiques, étant donné que là c'est plus un écosystème qui peut se soutenir lui-même. On doit un peu superficiellement nourrir les plantes, etc. Et tout ça, ça dégrade justement l'écosystème dans le sol et la vie de la microbiologie dans le sol. Donc ça, c'est certains des enjeux principaux, je dirais, à ce niveau-là. Puis, est-ce qu'il y a des solutions? Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer oui, tout ça? Absolument. C'est ça la beauté de la chose, c'est que puis c'est super encourageant de voir en ce moment que il y en a, à travers le Canada, mais à travers le monde aussi, il y a de plus en plus de gens qui intègrent ces pratiques régénératrices de la santé des sols et qui ont de super bons résultats. Donc, on peut inverser le cycle. Chez Régénération Canada, on aime ça parler des principes de régénération. Il y a beaucoup de pratiques, mais si on regarde les principes en tant que tels, donc laisser le sol couvert et le perturber le moins possible. Donc, par exemple, en utilisant des paillis ou des cultures de couverture, et c'est ça en minimisant le travail du sol ou en l'éliminant complètement, là, le labour. Ça fait en sorte de favoriser la microbiologie du sol, en favorisant les intrants biologiques et en réduisant ou en éliminant complètement là, les intrants chimiques. Ça aide aussi. Donc, les intrants biologiques comme le compost, le thé de compost, du fumier, etc. Par la suite, augmenter la biodiversité, donc justement faire le contraire d'une monoculture. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle des cultures intercalaires, donc sur une même parcelle, ils vont avoir 2 différentes cultures. On peut intégrer des haies de pollinisateurs ou des haies brise-vent, par exemple, pour augmenter vraiment la biodiversité du système. Puis par la suite aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on commence à réaliser aussi le rôle des plantes pérennes. Donc, les plantes vivaces ou plantes pérennes, donc autant les arbres que les arbustes que vraiment les herbacées. Les plantes vivaces sont des plantes qui poussent des racines plus profondes et qu'on n'a pas à replanter d'année en année. Donc,
Et ça, en fait, ça favorise une meilleure structure du sol, ça favorise plus d'échanges avec les micro-organismes du sol, une meilleure séquestration de carbone dans les sols, qui est un concept dont j'ai pas encore parlé. On va y arriver. Et donc, voilà, ça, c'est super bénéfique. Donc, soit prioriser des cultures vivaces, et là, bon, il commence à y avoir certaines recherches sur, par exemple, des céréales vivaces, ce qui est super intéressant parce que mais c'est encore quand même vraiment assez balbutiement. Mais par exemple, tu sais, tout ce qui est le blé, etc., généralement, c'est annuel. Mais là, on commence à faire des recherches sur des équivalents vivaces. Et ou en intégrant des arbres carrément dans les cultures agricoles, soit carrément en faisant, des vergers, en faisant pousser des arbres à fruits, des arbres à noix, et ou en les intégrant dans des cultures agricoles, ça peut être intéressant. Et un autre principe qui est super important, en fait, c'est l'intégration holistique des animaux d'élevage dans les systèmes. Donc, quand on regarde autour de nous, il n'y a aucun écosystème qui n'a pas d'animaux, en fait. Mais dans nos systèmes agricoles spécialisés, on a retiré les animaux. Et les animaux d'élevage, on les a mis eux aussi un peu en isolation du reste de l'écosystème, ce qui a causé énormément de problèmes. Mais je vais focaliser là cette partie de la conversation sur une sorte d'animaux en tant que tel, étant donné que en termes pour ce qui est des ruminants, c'est vraiment intéressant de constater que les prairies en fait ont toujours coévolué avec les ruminants. Donc, et on a besoin de l'activité des ruminants. Donc là, je parle évidemment là, de vaches, de bisons, de moutons, par exemple. On a besoin de leur activité pour brouter les herbes, de leur fumier, puis aussi même du fait qu'ils marchent sur les herbes. Tout ça, ça favorise une meilleure régénération de l'écosystème, une meilleure séquestration de carbone dans les sols, et ça peut avoir beaucoup de bénéfices, vraiment des bénéfices nets sur les écosystèmes, même si on est amené à penser que les vaches, par exemple, ont généralement un impact néfaste sur l'environnement. Oui, c'est vrai. Ben, c'est que ça dépend vraiment du contexte, en fait. Donc, ça, c'est un principe qu'on trouve vraiment important aussi à communiquer. Je suis curieuse de savoir pourquoi, comme le fait qu'ils broutent les herbes, ça a un impact bénéfique. Le fumier, je comprends bien, là, mais le fait qu'ils broutent les herbes, comme quel impact ça a? Oui, puis ça, c'est important aussi de le mettre en contexte parce que c'est pas n'importe quel élevage sur pâturage qui va avoir un bénéfice net. Pour la raison suivante. Donc, si on se ramène à comment les choses fonctionnent dans la nature, ben avant, il y avait des troupeaux de ruminants qui étaient très très denses, très concentrés, et qui faisaient toujours des rotations. Ils avaient une pression des prédateurs, donc ils étaient toujours amenés à bouger. Donc, ce que ça faisait sur l'écosystème, c'est que les herbes avaient comme une perturbation intense, mais de très courte durée. Donc, elles avaient le temps de récupérer, si on veut. Et en fait, toutes les plantes dans la nature ont ce qu'on appelle un ratio pouce-racine. Donc, admettons qu'on imagine l'herbe, au-dessus des sols, on imagine ses racines profondes en dessous des sols. Ben, quand elle se fait brouter, elle va faire en sorte que y a une partie de ses racines qui va mourir. Pour compenser. Ces racines-là sont composées de carbone, c'est de la matière organique. Et par la suite, étant donné qu'elle va avoir le temps de récupérer, ben, elle va pousser très rapidement et elle va refaire pousser des racines profondes. La matière organique va devenir de la nourriture pour les micro-organismes des sols. Les racines profondes vont, elles aussi, c'est en fait plus de carbone. Ça va continuer à favoriser là, toute l'activité microbiologique des sols. Donc c'est un peu là, à cause de ce concept-là que c'est bénéfique pour la vie. C'est vraiment intéressant. J'avais jamais pensé à cette perspective-là. Oui, mais c'est vraiment super. Je me demandais. Par exemple, pour un agriculteur que les mêmes pratiques agricoles depuis 30 ans, 35 ans, puis là, ben toi, t'arrives avec justement tes principes de plus perturber le sol, les haies brise-vent, tout ça. Est-ce que vous avez une belle réception au niveau agricole? Est-ce que c'est compliqué de faire changer les mentalités par rapport à ça, ou après que tu aies énuméré tous ces beaux principes, on claque des doigts puis c'est fait? Ouais, ben c'est une super bonne question parce que c'est sûr et certain qu'il y a
tout plein de facteurs qui entrent en compte Ben quand oui. on parle de changement de pratique, de changement de comportement. Puis c'est sûr qu'il y a une grande communauté d'agriculteurs qui font leur pratique depuis toute leur vie, Ben, puis c'est que ça. c'est depuis des générations qui fonctionnent de cette façon. Et nous, en fait, notre approche à Régénération Canada, c'est que, bon là, admettons, on vient de parler de peut-être une communauté d'agriculteurs plus conventionnelle, qui va peut-être être celle qui est moins facile à changer, tu sais, du jour au lendemain, évidemment. Notre approche, c'est que nous, on commence premièrement à rassembler vraiment les précurseurs de ce milieu-là. Donc, les gens peut-être qui intègrent déjà ces pratiques-là ou qui commencent à s'y intéresser. Donc, c'était notre première approche là en développant le réseau. À partir de là, on construit une masse un peu plus critique de gens, puis des gens qui vont être des ambassadeurs de cette cause-là, qui vont être capables de répandre ce message-là dans leur communauté. Puis c'est ça, la prochaine étape après ça, ce sont les gens qui sont ouverts à ces concepts-là, qui vont peut-être être un peu plus faciles à changer de pratique. Peut-être des gens qui avaient déjà une curiosité face aux causes écologiques ou qui sont un peu plus créatifs ou peut-être ouverts là, à ces nouvelles pratiques innovantes. Donc, eux, c'est la prochaine étape par la suite. Puis là, par la suite, on va s'adresser aux gens un peu plus conventionnels. Mais c'est sûr et certain que oui, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de facteurs aussi socio-culturels et puis c'est pas seulement... On est en contact avec certains agriculteurs, par exemple, de grandes cultures qui, eux, font des pratiques qu'on appelle de non-labour. Et il y en a que ça fait des décennies qu'ils font ces pratiques-là et qui ont tellement de bénéfices écologiques, qui font même, qui ont une beaucoup plus grande productivité sur leur système, qui ont vraiment réduit leurs coûts. Un agriculteur disait faire 150 000 $ de plus par année depuis qu'il fait ces pratiques-là. Et même à ça, les gens dans sa communauté à qui il s'adresse ont pas changé de pratique. Donc, c'est sûr que c'est complexe. Est-ce que tu parles par hasard, dans le fond, ça fait peut-être un lien avec ce que j'aimerais que tu abordes, les gardiens des sols? Oui. Dans le fond, moi, j'ai écouté les vidéos, puis il y avait un agriculteur, justement, qui parlait que je pense que ça faisait 20 ans qu'il faisait plus aucun travail du sol, puis il faisait pousser du maïs, puis il y avait comme d'énormes bénéfices, mais c'est ça, moi, j'ai écouté la série, puis j'ai trouvé comme première introduction à votre organisme, puis aussi à tout ce que vous faites, c'était vraiment génial. Je sais pas si tu voudrais nous en parler un peu, puis si vous allez en faire d'autres, parce que c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Oui, ben je parlais justement de Jocelyn Michon qui a fait l'objet d'un de nos épisodes là des Gardiens du sol. En fait, oui, c'est une courte web-série qu'on a développée l'année dernière et le concept c'était on voulait mettre en valeur le beau travail justement d'agriculteurs canadiens qui intègrent ces pratiques innovantes de régénération des sols. Donc voilà, on y est allé avec plusieurs différentes pratiques. Jocelyn Michon, c'était dans le non-labour. Il y en avait d'autres que c'était justement plus les pratiques d'élevage holistique sur pâturage. Certains c'était le thé de compost, etc. Et donc voilà, oui, on continue ce travail-là. Super. Ouais. Mais cette année, en fait, on va lancer, avant de lancer d'autres épisodes des Gardiens du sol, on va lancer une vidéo qui va être comme une vidéo sommaire de ce qu'est l'agriculture régénératrice, quels sont les enjeux, les problématiques au niveau des changements climatiques aussi, tout ça, et quelles sont les méthodes pour régénérer les sols. Donc ça, c'est une vidéo qu'on va lancer au mois de novembre, qui est en partenariat avec Équiterre d'ailleurs. OK. Ouais. Super. Ouais. Ben, c'est ça, parfait. On pourra mettre la vidéo, justement, dès qu'elle sortira en lien sur la page de l'épisode, là, sur notre site web. On la partagera aussi sur Facebook. Là, Oui, donc, super. On a hâte de voir ça. Parfait. En t'écoutant parler, il m'est venu une question. Vu que tu as redit le mot Canada, tu sais, je viens juste de cliquer Régénération Canada. Pourquoi avoir choisi de faire un organisme comme pan-canadien? Je sais pas à quel point vous êtes répandu et non comme concentré sur le Québec, mettons. Pourquoi avoir choisi tout le pays, finalement? Ouais, ben c'était vraiment un choix qui découlait de... Moi, j'ai fait des études supérieures aux États-Unis, puis c'est là que j'ai commencé à apprendre sur tous ces concepts de régénération des sols. Et il y avait vraiment un grand mouvement qui émergeait là-bas, avec plusieurs différents acteurs à travers le pays, tant des agriculteurs que des OBNL qui commençaient à sensibiliser par rapport à tout ça. Et j'ai vraiment senti le besoin et... J'ai vraiment senti l'urgence de la chose, premièrement, et il m'apparaissait que
les Canadiens, en général, c'était mon impression qu'on est quand même ouvert aux causes environnementales, qu'on a une conscience par rapport au changement climatique, par rapport à la santé de l'environnement. Et en fait, j'ai fait mon mémoire de maîtrise, je l'ai concentré sur la viabilité économique des fermes inspirées de la permaculture au Québec. Okay. Et pour ça, c'est une longue phrase aussi, un peu technique. Pour ça, j'ai interviewé en fait 35 fermiers au Québec et c'est ça, je voyais qu'eux avaient beaucoup de conscience écologique, etc., mais qui connaissaient pas nécessairement le concept de régénération de la santé des sols, de séquestration de carbone dans les sols. Donc c'est ça, j'ai été interpellée à rendre l'organisme pan-canadien, entre autres à cause de l'urgence de la chose et aussi parce que quand on regarde le Canada au grand complet et l'industrie agricole au Canada, c'est sûr que les prairies ont un rôle énorme à jouer. C'est immense, là. Exactement. Puis ces terres-là ont été très dégradées. C'était des terres qui étaient vraiment riches et abondantes et qu'on a beaucoup exploitées. Alors il m'apparaissait que c'était important de se concentrer sur le Canada au grand complet. C'est sûr que c'est ambitieux. C'est pourquoi pas? Puis depuis le début de l'entrevue, tu parles beaucoup du concept de séquestration du carbone. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu nous élaborer sur le sujet pour qu'on comprenne mieux en quoi ça consiste exactement? Oui, merci de poser la question. Donc ça, c'est un point super important et qui se ramène directement à notre mission de promouvoir la régénération de la santé des sols comme solution au changement climatique. Donc, un concept qui est super intéressant puis qui est un peu à l'origine là vraiment de ma passion pour ce domaine-là, c'est le fait que les sols en fait sont le plus grand réservoir de carbone terrestre. Donc, mis à part les océans, les sols contiennent environ 3 fois plus de carbone que l'atmosphère. Justement, un sol en santé est plus riche en carbone qu'un sol dégradé. Mais avec la dégradation des sols qu'on vit en ce moment, ça fait en sorte que le contenu en carbone des sols est émis, entre autres, dans l'atmosphère comme CO2. Puis ça a grandement contribué au changement climatique à ce jour. Mais en régénérant la santé des sols, c'est une opportunité justement de réabsorber du carbone atmosphérique dans les sols. Donc, je parlais tantôt des composants du sol, de la matière organique, des micro-organismes. La matière organique est très riche en carbone. Donc, justement, quand on revitalise la santé des sols, ben automatiquement on séquestre du carbone et donc c'est ça, c'est une grande opportunité de pallier au changement climatique et en ce moment on n'a pas vraiment le choix de se focaliser sur les façons d'absorber du carbone. Comme on sait, il y a beaucoup trop de carbone dans l'atmosphère et même si on arrêtait d'émettre des émissions de gaz à effet de serre demain matin, ça continuerait à augmenter, mais comme on sait, nos émissions font juste augmenter de toute façon. Alors, il faut vraiment se concentrer sur les façons d'absorber du carbone atmosphérique et la régénération des sols est non seulement une façon de faire ça, mais est aussi une façon d'avoir plus de terres productives pour faire pousser de la nourriture, de faire pousser de la nourriture qui a une meilleure qualité nutritionnelle et en plus d'augmenter notre résilience étant donné une meilleure capacité d'absorption d'eau, une meilleure filtration de l'eau. Donc, c'est vraiment un win-win-win, comme on dit. Pas mal, oui. Moi, je me demandais si, tu sais, tu as parlé beaucoup du volet comme sensibilisation, d'éducation, puis bon, la mise en réseau que votre organisme fait. Est-ce que vous avez aussi un volet plus de recherche ou d'expérimentation, ou c'est plus comme vos membres qui en font, peut-être? Oui, exactement. Donc, c'est ça, on est une très petite équipe à l'interne et c'est sûr qu'on considère que la recherche est vraiment importante là, pour faire avancer le domaine. Mais c'est pour ça aussi qu'on fonctionne beaucoup par la mise en réseau puis le développement de connexions entre toutes ces parties prenantes là. Donc on a beaucoup de gens dans notre réseau qui œuvrent dans la recherche. On est en contact avec les universités là qui savent faire la recherche sur les sols ou sur l'agriculture. Mais aussi à l'interne, on a mon collègue Antonius Petro qui est notre directeur scientifique qui lui fait des études supérieures dans le domaine. Donc oui, c'est le comment dire nos implications là au niveau de la recherche sont
sont dans cette optique-là. OK, super. Puis aussi, par rapport au volet sensibilisation, est-ce que vous essayez aussi d'aller toucher, mettons, les gens à la maison? Comment chez moi, je pourrais adopter des pratiques régénératrices des sols, donc dans mon jardin ou sur mon terrain? Oui, puis ça, c'est super pertinent de parler de ça, oui. étant donné que vous êtes les urbainculteurs. Et c'est ça, en fait. C'est super intéressant aussi de constater vraiment le rôle important des gens dans les communautés urbaines à ce niveau-là. C'est sûr que quand on parle de régénération des sols, on a tendance à plus penser aux milieux ruraux, aux terres agricoles et tout ça, mais en fait, les gens urbains ont un rôle super important là-dedans. Premièrement, les gens à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est sûr et certain que les plantes qu'on fait pousser dans notre propre jardin, oui, il y a moyen d'intégrer ces pratiques régénératrices-là. Donc, par exemple, laisser le sol couvert, on peut mettre du paillis, on peut favoriser les plantes vivaces, etc. On peut faire notre propre compost ou du moins quand même recycler toutes nos matières organiques dans le compost de la ville ou quoi que ce soit. Ça, c'est des façons de contribuer. C'est sûr aussi que notre pouvoir d'achat puis nos habitudes d'achat ont un gros rôle à jouer. Donc, le fait d'acheter des produits qui ont été poussés de façon régénératrice, ça a un gros rôle à jouer, mais c'est sûr que dans le moment aussi, ça peut être difficile de savoir. Ouais, c'est ça, j'avais Oui, c'est régénérateur, parce que c'est quasiment il y a pas encore de label sur le marché. Il y a certaines initiatives qui sont en cours là aux États-Unis pour des certifications à ce niveau-là. Mais en ce moment, le consommateur a peut-être pas de façon directe de savoir, sauf si on a un lien direct avec l'agriculteur. Donc, c'est sûr que de s'approvisionner dans des marchés fermiers, de connaître nos agriculteurs, de connaître leurs pratiques, ça peut être une des façons. Quand on mange de la viande ou des produits animaux, de s'assurer que justement ça a été sur pâturage de façon rotationnelle et holistique, un peu comme j'expliquais tantôt. Donc c'est ça, faut être un citoyen engagé et curieux pour vraiment s'assurer de faire les bons choix de consommation à ce stade-ci. Parce que choisir du bio, ça a pas nécessairement c'est pas la solution absolue. Non, mais c'est ça, puis ça veut pas dire que la pratique a été de manière régénératrice. De ce que je comprends. Ouais, c'est ça qui est compliqué dans le moment, c'est que bio veut pas nécessairement dire régénérateur. C'est sûr que quand on s'approvisionne de bio qui est très très grande échelle et qui vient par exemple de Californie ou du Mexique, règle générale, c'est ça, c'est quand même de l'agriculture intensive, il y a fort probablement eu beaucoup de labour, il y a peut-être beaucoup d'irrigation dans des milieux qui ont pas d'eau. Donc c'est peut-être pas les meilleurs choix. Donc c'est sûr que bio et local, règle générale, c'est mieux. Mais par la suite, c'est ça, quand on parle d'agriculture régénératrice, on parle d'au-delà du bio. Il y a certaines personnes qui sont certifiées biologiques qui sont en pratique régénératrice, mais c'est ça, faut vraiment s'intéresser à leur pratique à ce stade-ci pour savoir vers quel choix s'orienter. Puis plus tôt, tu parlais du symposium des sols vivants. Là, je sais pas si je suis trop en avance, mais est-ce que vous projetez déjà pour 2020 une troisième édition? Oui, on va avoir une troisième édition du Symposium Sol Vivant du 18 au 21 mars 2020. OK. Donc, on est bien excités là, de commencer à préparer tout ça. Ça va être au marché Bon Secours, comme la dernière édition qu'on a eue. Et c'est ça, c'est vraiment un beau rassemblement diversifié de tous les acteurs du domaine, donc les agriculteurs, les agronomes, les chercheurs, mais aussi les citoyens engagés, les jardiniers, puis plusieurs entreprises, plusieurs OBNL et des décideurs publics. Donc, on design notre événement de façon à ce que ça soit intéressant pour toutes ces personnes-là et aussi tant pour les gens qui connaissent un peu moins le domaine que pour les gens qui sont experts. Donc, on a différents formats de sessions. Il y en a qui sont plus format présentation et panel, mais on a aussi ce qu'on appelle les conversations de feu de camp. Donc, vraiment des conversations où les gens s'assoient en rond, discutent de certains sujets, mais c'est une opportunité d'avoir un lien plus direct avec certains intervenants, puis vraiment d'avoir des conversations interactives. Un échange d'idées aussi, là.
Oui, exactement. Donc, ça peut permettre d'approfondir dans certains sujets. Fait que c'est un format qui a été très populaire l'an passé et qu'on a hâte de reproduire. Ouais. Puis c'est ouvert à tous l'événement? Est-ce que n'importe qui peut y aller? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Absolument, oui. Oui, c'est ouvert à tous. Donc, n'importe qui peut s'inscrire. Faut s'inscrire, faut acheter un billet. Okay. Mais c'est vraiment, là, comme je disais, on veut vraiment sensibiliser une grande population par rapport à ça, donc on s'affaire à ce que l'événement soit intéressant pour tout le monde. Super. On fera la suite, tu sais, quand ça sera plus près de l'événement puis que les inscriptions seront lancées, on relaiera sur nos réseaux. Ben merci, ça serait super. Tout à fait. Mon Dieu, mais merci beaucoup, Gabrielle. C'était vraiment super inspirant. Puis j'ai aimé ça, l'approche que tu avais. Je trouve que ça a comme vraiment démontré là toute l'importance que les sols y ont pour toutes nous finalement là. Ouais. Fait que il faut faire attention, hein. Oui. C'est ce que je retiens. Oui, c'est clair. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Fait que merci de m'avoir reçu, puis bien hâte d'écouter vos autres épisodes aussi. Mais moi, j'étais juste curieuse, Gabrielle, de savoir aussi, comme toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sol, puis tu sais, à en venir à justement fonder un événement, un organisme autour de ça. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ouais, c'est une excellente question. Donc moi, en fait, c'est ça, j'ai fait des études de maîtrise en développement durable et gestion de l'environnement. C'était à l'université Harvard, là, à Boston. Okay. Et j'étais interpellée par les causes environnementales en général, mais c'était une maîtrise très, très générique qui touchait un peu à tout et je savais pas nécessairement dans quel domaine j'allais m'en aller. Et justement, ce qui m'apparaissait, c'était que, tu sais, quand on commence à apprendre là sur toutes les problématiques environnementales, j'avais l'impression qu'il y avait de multiples, gigantesques problématiques qui étaient toutes vraiment distinctes les unes des autres. Puis là, je me disais, dans quoi je vais m'en aller? Tu sais, je vais focaliser sur une affaire, mais il y a tout le reste du problème après. C'est clair. Ouais, donc j'étais un peu, j'étais un peu perdue par rapport à ça. Puis en fait, c'est vraiment dans un de mes cours, dans mon cours sur les changements climatiques, qu'à un moment donné, il y a eu un professeur invité qui a parlé de ce concept-là, de régénération de terres dégradées en écosystèmes productifs, etc., qui a parlé de tout le lien avec le cycle du carbone, du fait que en régénérant les terres, on absorbait du carbone, ça atténuait les changements climatiques et en même temps, on avait plus de terres productives pour faire pousser de la nourriture meilleure pour la santé, qu'on augmentait notre résilience et tout ça. Donc pour moi, il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là parce que j'ai réalisé que en faisant cette unique action, régénérer les sols, c'est comme si on avait des tonnes d'impacts bénéfiques en simultané. Donc pour moi, j'ai comme constaté que c'était vraiment une solution qui était à la base de tout, et surtout à notre époque, justement, où est-ce que on a l'impression qu'il y a tellement de problèmes, on a l'impression qu'on est dans une grosse crise climatique, environnementale, d'instabilité politique, etc. Je trouvais que c'était vraiment intéressant de s'axer sur cette solution-là qui pouvait avoir tellement d'impacts bénéfiques. Ça maximise, c'est ça, les impacts. Mais c'est un peu, d'ailleurs, quelque chose à laquelle je réfléchissais. Il me semble la première fois que j'ai entendu le mot régénération, puis t'as entendu parler de ce concept-là. Là, tu sais, détrompe-moi si je dis n'importe quoi, mais me semble que on me l'avait présenté comme étant justement, au lieu de essayer de réduire nos impacts négatifs, c'est comme une pratique pour augmenter le plus possible nos impacts positifs. C'est un petit peu comme ça que je le comprends. C'est ça qui est beau aussi, c'est que justement en ce moment, quand on parle de causes environnementales, on est souvent appelé à penser à ce qu'on peut pas faire. Tu sais, faut réduire ça, faut éliminer ça, faut arrêter. Puis c'est très axé sur les problèmes, sur le négatif. Et tout ce domaine-là, en fait, c'est axé sur le positif. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos écosystèmes, pour régénérer. C'est ça, très axé sur les solutions. Donc, c'est porteur d'espoir comme message aussi. Puis je pense que ça fait en sorte aussi que les gens sont plus ouverts à écouter parce que c'est comme une petite pause. Ça fait du bien de voir qu'on peut faire des choses plutôt que justement de se priver ou de culpabiliser ou d'arrêter de consommer ou de réduire et tout. Donc c'est très positif, c'est super. Ouais, exactement.
Fait qu'on espère que vous aussi, qui entendez présentement nos douces voix dans vos oreilles, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Est-ce que ça vous a donné envie de changer vos pratiques, vos habitudes ou vos choix de consommation pour encourager une agriculture régénératrice? On aimerait ça le savoir, donc venez nous en parler sur Facebook sous la publication de l'épisode. Puis, comme on l'a dit plusieurs fois, là, on va mettre tous les liens pertinents là, sur la page de l'épisode. Puis, bon, suivez les réseaux sociaux. Bien, allez suivre ceux de Régénération Canada aussi. Ça sera encore plus clair. Vous le saurez plus rapidement. Et voilà, on vous encourage encore une fois à parler de Mange Patate autour de vous et à partager vos épisodes préférés. On vous retrouve dans 2 semaines avec un autre épisode enregistré à Montréal. À bientôt tout le monde. Bye bye!